Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'hypnose ericksonienne. Et attention, pas l'hypnose de spectacle. On va parler d'un outil très concret, validé par la science, qui aide vraiment à mieux gérer les épreuves d'une maladie grave. Cette phrase, elle est parfaite. Elle résume absolument tout. La maladie, c'est la tempête. Et l'hypnose, ça peut être bien ce qui nous aide à tenir la barre, à naviguer un peu plus sereinement au milieu des vagues. Commençons par là, justement. Quand un diagnostic sérieux tombe, ce n'est pas juste une question de santé, c'est tout un monde qui s'écroule. C'est un véritable tourbillon à la fois physique et émotionnel qui emporte tout sur son passage. Entre les examens qui n'en finissent plus, les traitements qui sont parfois très lourds, le corps et l'esprit sont mis à rude épreuve. On se sent complètement dépassé et on cherche désespérément un point d'ancrage, quelque chose de stable à quoi se raccrocher. C'est là qu'un soutien ciblé devient crucial. Alors comment fait-on pour reprendre les commandes ? C'est là que l'hypnose thérapeutique entre en jeu. Pas comme une sorte de solution miracle, mais plutôt comme une approche très pragmatique pour retrouver un sentiment de contrôle sur les choses. Pour le dire simplement, c'est un état de concentration très intense, très focalisé. Le but, ce n'est pas du tout de dormir, au contraire. C'est de mobiliser ses propres ressources intérieures pour apaiser les symptômes, que ce soit la douleur ou l'anxiété, et simplement mieux vivre la situation. Et attention, on ne parle pas d'une pratique un peu marginale. Les institutions de recherche et de santé majeures, surtout aux États-Unis, l'étudient, l'utilisent et la reconnaissent comme un soin de support crédible et vraiment efficace. Bon, la question logique qu'on se pose tous, c'est d'accord, mais comment ça fonctionne en vrai? Alors on va regarder ce qui se passe dans le cerveau et comment se déroule une séance. En fait, la recherche, et notamment les travaux de Stanford, a montré que l'hypnose change réellement l'activité de certaines zones du cerveau. Ce n'est pas juste de la suggestion, c'est une action neurologique bien réelle. Et voilà le changement le plus important. Imaginez que le cerveau a un système d'alarme interne. En temps normal, face à la douleur et au stress, cette alarme est à fond. Pendant l'hypnose, l'activité de ce système diminue. Le cerveau apprend en quelque sorte à baisser le volume de l'alarme, ce qui soulage directement l'anxiété et la perception de la douleur. Une séance, ce n'est pas du tout improvisé, c'est très structuré. D'abord, on définit un objectif clair avec la personne, ensuite, on la guide vers cet état de concentration. Le cœur du travail, ce sont les suggestions personnalisées qui sont adaptées à chacun. Et surtout, on donne les clés pour que la personne puisse appliquer seule au quotidien. C'est un véritable apprentissage. Alors, on a vu le comment. Voyons maintenant les résultats. Qu'est-ce que la science nous dit sur les bénéfices concrets pour les patients? Le champ d'application est assez impressionnant. Ça va de la gestion de la douleur, qu'elle soit aiguë ou chronique, à la réduction de l'anxiété avant une opération. On a aussi des résultats très probants en oncologie, pour améliorer le sommeil ou gérer les effets secondaires des traitements. Les preuves sont là, elles sont solides et elles couvrent de nombreuses situations. Et ce chiffre 5, il est particulièrement parlant. 5 séances, c'est tout ce qu'il a fallu dans une étude pour voir un impact significatif, mesurable, sur la qualité de vie de femmes en plein traitement pour un cancer de sein. Ça montre bien à quel point cet outil peut être puissant et efficace rapidement. Cette citation, elle capture parfaitement le changement de mentalité. On ne subit plus passivement la situation, on devient un acteur qui peut choisir le cap, qui peut décider comment naviguer à travers l'épreuve. Et dans la vie de tous les jours, ça donne quoi? Ça donne une personne qui, grâce à des techniques comme les ancrages de ressources, qui permettent d'associer un état de calme à un simple geste, elle arrive enfin à stopper les pensées qui tournent en boucle la nuit. Elle se crée ses propres rituels pour gérer l'angoisse avant d'aller à l'hôpital. Sa relation avec la maladie change et passe d'une lutte constante à une forme de collaboration, d'acceptation active. Et ça nous amène au message le plus important. L'objectif final, ce n'est rien d'autre que de redonner du pouvoir d'agir, de l'autonomie à la personne. C'est une question absolument essentielle qui revient tout le temps. Est-ce qu'on peut faire de l'hypnose en même temps qu'une chimio, qu'une chirurgie? La réponse est un grand oui, sans la moindre hésitation. Mais il faut être très clair. L'hypnose est un soin de support complémentaire. Ce n'est jamais une alternative aux traitements médicaux. Ça s'intègre dans le parcours de soins, toujours en accord et en communication avec l'équipe médicale. Ah, et l'autre grande objection, la fameuse « Oui, mais moi, je n'y crois pas à ces trucs-là. Est-ce que ça peut marcher quand même ?» En fait, la croyance n'a pas grand-chose à voir là-dedans. L'hypnose, c'est une compétence un peu comme apprendre à faire du vélo ou à se concentrer. C'est une capacité naturelle du cerveau. Et cette capacité, elle s'entraîne, peu importe ce qu'on en pense au départ. Donc s'il y a vraiment une seule chose à retenir de tout ça, c'est cette idée de transformation. La personne, elle passe d'un statut qui subit à celui d'un participant actif, un véritable partenaire dans son propre parcours de bien-être.
Et on va se quitter là-dessus avec cette question qui, je trouve, ouvre pas mal de perspectives. Elle nous invite à penser au potentiel incroyable qui se trouve déjà en chacun de nous pour faire face aux tempêtes. Et je clôture par « Et si la plus grande de toutes les ressources, c'était soi-même »